Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un nouvel update lecture. Je suis assez en retard là dans mes vidéos, donc là je vais vous faire mon update des livres que j'ai lus en mai-juin. Donc on va aller assez vite. Donc tout d'abord, pour commencer, le fameux tome 1 de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors pour ce livre, il faut savoir que j'ai mis vraiment longtemps à le sortir parce qu'il me faisait vraiment peur déjà par la taille du livre, mais aussi surtout par la popularité et le fait qu'on en parle tout le temps sur les réseaux. C'est très souvent un coup de cœur pour les gens qui l'ont lu et du coup j'avais très peur d'être déçue parce que souvent quand c'est le cas, je suis déçue. Donc au bout de presque 4 ans, j'ai réussi à enfin le sortir de ma palle et à le lire. Et du coup, alors je suis assez mitigée parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais c'est loin d'être un coup de cœur pour moi. Donc dans cette histoire, on est dans un univers où il y a des arches qui sont des espèces de, de forteresses volantes qui constituent les différentes villes de ce monde, et nous allons suivre Ophélie qui est animiste et qui vit sur l'arche d'Anima et qui a le don de pouvoir voyager à travers les miroirs ou alors encore de voir le passé des objets, donc en les touchant. Donc c'est une liseuse. Tout se passe bien pour elle, elle se sent bien là où elle est, jusqu'au jour où on va la fiancer à Thorn, qui est de l'Arche du Pôle, donc c'est l'endroit où il fait le plus froid de ce monde-là. Et en parlant de froideur, ce personnage est d'une froideur extrême. Thorn, c'est un personnage qui n'a vraisemblablement aucune émotion, qui n'a pas du tout l'air d'apprécier Ophélie, et malheureusement ils vont devoir cohabiter ensemble puisqu'ils sont voués à être mari et femme. Donc Ophélie va devoir aller au pôle pour pouvoir rencontrer son mari et découvrir la Citaciel, qui est donc l'endroit où tous les nobles de ce monde se réunissent. Mais on va vite découvrir que la Citaciel est un endroit bercé d'illusions, où le mensonge est absolument partout et où le danger est partout également. Donc du coup, revenons à mon avis. Alors moi justement, j'ai beaucoup aimé l'univers, comment c'était construit. Après voilà, comme beaucoup le disent, c'est un tome introductif, donc dans lequel on va beaucoup insister sur le fonctionnement de ce monde-là, voilà, les différentes arches, les différents pouvoirs des différents clans. Mais l'histoire a été quand même assez lente puisqu'on est beaucoup dans la description. Donc finalement on n'a pas énormément d'action sauf à la fin du livre. Donc voilà, au niveau de l'univers, j'ai trouvé ça vraiment très original, très fouillé. Là on sort vraiment des sentiers battus avec les livres de ce genre-là d'habitude. On a des personnages à côté qui sont très charismatiques, ils sont très définis dans le sens où leur personnalité est très marquée. Par exemple, on a donc Ophélie, l'héroïne, qui a une personnalité très distincte des héroïnes qu'on a l'habitude de voir. J'en parlais dans la vidéo du tag. Ophélie n'est pas du tout dans les standards habituels, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement maladroite, elle n'est pas très courageuse, pas très confiante en elle. Physiquement non plus, elle n'est pas le stéréotype de l'héroïne, elle est petite, chétive, avec des grosses lunettes, une écharpe qui lui enserre le cou. Vraiment, on voit qu'elle essaye de se cacher en permanence, et justement c'est ça qui fait qu'on l'apprécie beaucoup, cette Ophélie, puisqu'elle a l'air beaucoup plus humaine et réelle que la plupart des héroïnes, et évidemment on va beaucoup s'attacher à elle. Malgré ça, j'ai quand même trouvé donc beaucoup de longueur, comme je vous le disais. C'est pas du tout un livre que j'ai dévoré d'une seule traite comme certains l'ont fait. Donc voilà, j'ai aimé l'univers, mais à côté de ça, je ne me suis pas énormément non plus attachée aux personnages, notamment à Thorn qui est absolument ignoble avec Ophélie dans ce tome-là. On a aussi Archibald qui au début me plaisait bien, et puis finalement quand il révèle un peu son côté un peu mesquin et manipulateur, je l'ai beaucoup moins apprécié, de même que beaucoup de personnages de la cour. Donc voilà, je suis assez mitigée sur ce tome-là. J'ai le tome 2 dans ma palle, je vais le lire, c'est certain, puisqu'apparemment c'est le meilleur de la série pour beaucoup de gens. Donc je vais continuer, mais pour l'instant j'ai un goût un peu doux amer dans la bouche, puisque je m'attendais vraiment, avec tout ce qu'on entendait, à avoir une super lecture, et finalement, bon, j'ai beaucoup aimé, mais c'est loin du coup de cœur, donc voilà.
J'enchaîne ensuite avec Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling, le texte du film. Ici c'est la version anglaise avec la jolie couverture. On a un petit nifleur à l'intérieur. Hop. Donc dans ce livre-ci, pas de surprise, c'est 100% du contenu et du script du film du même nom. On va donc retrouver Newt Scamander ou Norbert Dragono en français qui va nous faire découvrir le contenu de sa valise avec toutes les créatures improbables sorties de la tête de J.K. Rowling à travers une histoire dans l'univers d'Harry Potter, mais dans le passé cette fois-ci. Newt, qui est donc britannique, arrive à New York pour pouvoir trouver un éleveur d'une espèce qu'il recherche. Malheureusement pour lui, en arrivant, il va avoir un petit problème. Ces animaux vont s'échapper de sa valise et il va devoir les retrouver dans New York, sachant qu'ils ont chacun des pouvoirs spéciaux comme je pense par exemple à l'invisibilité ou encore des animaux qui changent de taille. Donc ça va être un petit peu la course-poursuite pour lui et il va être aidé par Tina, qui est une mage américaine travaillant pour l'équivalent de la police de la magie, qui va l'aider à retrouver ses animaux tout en essayant de résoudre une affaire qui a lieu au même moment dans laquelle un être inconnu pour l'instant prend possession d'humains pour détruire tout ce qui l'entoure. Donc ils vont s'entraider pour réussir ces deux quêtes et peut-être pincer le plus grand criminel qui est en cavale à ce moment même. Alors, pour mon avis, je l'ai lu dans les deux langues, en français et en anglais, puisque là c'est un livre assez court, et puis à l'intérieur vous avez, voilà, c'est un format assez spécial puisque vous aurez vraiment, un peu comme au théâtre, le texte avec le nom des personnages, avec leurs paroles. J'ai bien aimé retrouver l'univers du film que j'avais vu et adoré, du coup ça m'a bien replongé dans cet univers qui est toujours aussi fantastique comme les Harry Potter. On va avoir tout l'univers de la série avec les mages, les sortilèges, voilà, ces animaux. Et justement c'est tout ce qui fait la richesse de cette histoire, c'est vraiment la diversité des créatures que l'on va trouver ici. Alors moi qui adore les créatures mythologiques, fantastiques, etc., là on est servi, on a vraiment des créatures originales avec chacune des dons extraordinaires. Et à travers le personnage de Newt, on va apprendre leur mode de vie, leur goût, leur habitat, toutes leurs habitudes, et c'est ça qui va faire sa force. On voit que Newt est vraiment un personnage extrêmement attentionné, qui aime véritablement ses créatures et qui veut les protéger à tout prix. Donc j'ai beaucoup aimé. Après au niveau de l'enquête policière, je trouve que ça s'enchaîne assez vite, mais c'est le cas aussi dans le film. Pour le coup, comme on est dans un format assez spécial, on n'a pas une écriture extrêmement développée, puisque là c'est plutôt beaucoup de descriptions et de discours apportés. Mais à côté de ça, j'ai quand même passé un très agréable moment en compagnie des personnages du film qui m'ont vraiment replongé dans l'histoire de A à Z. Donc c'est une bonne lecture pour les fans de l'univers qui vont passer un très bon moment également. Ensuite, je vais vous présenter le premier tome de Lost Paradise de Toru Naomura aux éditions Kiyun. Alors, j'ai seulement lu le tome 1 pour l'instant, mais je voulais quand même vous en parler parce que le thème est quand même très original. Donc là, on va suivre alors Sora, qui, elle, depuis qu'elle est toute petite, a un peu l'âme d'un chevalier servant. Elle veut absolument faire le bien autour d'elle et sauver les personnes qui ne peuvent pas se sauver elles-mêmes. Et le jour où elle va rentrer à Utopia, qui est donc une académie, une école, elle va se rendre compte que beaucoup de gens ont besoin d'elle. Elle va se rendre compte d'un système totalement injuste qui se passe dans cette école. En effet, c'est une école où le sexisme a lieu de manière très brutale, puisque les garçons vont se livrer à un espèce de jeu virtuel, mais pas vraiment virtuel pour le coup, vous allez le voir, dans lequel ils vont se battre en se servant des jeunes filles comme d'armes. C'est-à-dire, ils ont des espèces de gants qui leur permettent du coup de rentrer dans le jeu, et chaque fille représente une arme et va se transformer en celle-ci avec ces gants-là. Chaque garçon a une ou plusieurs armes et donc plusieurs filles plus ou moins soumises du coup à ce maître. Et plus donc un garçon a deux filles sous son aile, plus il va être puissant et indétrônable. Donc Sora va arriver dans cet endroit où les filles sont complètement sous le joug des garçons. Et bien sûr, elle ne va pas les laisser
Comme ça, elle va prendre part à la bataille et décider de rentrer dans le jeu malgré le fait qu'elle soit une fille elle-même et qu'elle normalement elle n'ait pas le droit du coup de jouer. Elle va donc rentrer dans la course et essayer de sauver un maximum de filles possible sur le terrain des garçons. Alors, ce manga, je l'ai trouvé plutôt pas mal parce que voilà, la thématique abordée est quand même assez originale. Là, on a vraiment une histoire à la fois fantastique avec cette espèce de jeu vidéo qui prend le pas sur la réalité, puisque ces filles réellement souffrent quand il y a des combats. Et en plus de ça, derrière, on a bien sûr la dénonciation du sexisme dans la vie de tous les jours, où là, ces filles n'ont pas du tout les mêmes droits que les garçons, et pourtant, ils sont dans un milieu scolaire, ce qui devrait être absolument interdit. Du coup, bien sûr, j'ai bien aimé le personnage de Sora qui veut vraiment sortir des codes et réussir quelque chose que aucune fille a réussi avant elle et n'a jamais osé. Donc, j'ai aimé du coup sa témérité et son courage. Après, au niveau des filles, que ça soit Sora ou les autres qui sont dans le jeu, j'ai trouvé qu'elles étaient quand même assez timides, donc je peux comprendre qu'elles aient peur et qu'elles ne veuillent pas se mouiller là-dedans. Mais là, pour le coup, on les sent mais complètement écrasées au point qu'elles n'aient aucune personnalité. Elles sont toutes vides, à part Sora évidemment, mais toutes les autres, leur personnalité est écrasée par ce jeu ignoble. Donc j'ai trouvé ça dommage parce que j'espère du coup que dans les autres tomes, elles vont pouvoir prendre un petit peu d'aisance et se montrer un petit peu sous leur vrai jour, parce que là pour l'instant c'était un petit peu des coquilles vides. Pareil au niveau des garçons, paradoxalement, on n'en a qu'un seul qui nous est présenté vraiment sous un autre jour, où là on ressent un petit peu de profondeur au niveau de sa personnalité, mais tous les autres c'est exactement pareil, ne sont pas du tout développés, on les voit juste en train d'insulter les filles, ce genre de choses. Au final, même en tant que méchants, je trouve qu'ils n'ont aucun charisme, donc j'espère que ça va changer, parce que honnêtement, pour l'instant, j'ai juste l'impression qu'il y a Sora et cet autre personnage masculin dont on nous montre un petit peu plus, et c'est dommage, mais évidemment en un tome c'est un petit peu court pour développer. Donc voilà, je compte continuer cette série qui est en 6 tomes, donc je pense pouvoir la finir assez vite, et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Et enfin, un livre que j'ai lu en numérique qui est Le poids des sentiments de N.R. Walker, que j'ai lu du coup sur les conseils de Nina Quill, que vous devez forcément connaître, qui est donc une romance MM, donc pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Je me suis dit que ça me changerait un petit peu, surtout en cette période d'été où j'essaye vraiment de lire un maximum de lectures assez légères, pas de fantaisie adulte, ce genre de choses, parce qu'en ce moment j'ai vraiment besoin de lectures légères et faciles à lire. Donc j'ai été servie avec ce livre dans lequel on va suivre Henry et Reese qui vont se rencontrer dans une salle de sport, puisque Henry, après une rupture difficile avec son ex, avec qui il était resté pendant plusieurs années, remet toute sa vie en question parce que malheureusement il est en surpoids et il est malheureux comme les pierres. Donc il se dit que la seule manière de récupérer son ex, c'est de perdre du poids. Il va donc décider de s'inscrire à la salle et il va donc rencontrer Reese là-bas qui sera son coach personnel. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'il va y avoir un petit peu plus que du sport dans ce livre, puisque les deux personnages vont littéralement avoir un coup de foudre l'un pour l'autre et vont vite se rendre compte qu'ils veulent se voir en dehors de la salle. Alors c'était une lecture très très mignonne, puisqu'on avait vraiment deux personnages adorables. D'un côté, donc on a Henry qui est au début du roman complètement effondré, qui n'a plus aucune confiance en lui, qui se sent seul, triste, et c'est limite on se demande s'il ne veut pas mettre fin à ses jours. Et à côté on a Reese qui est littéralement un rayon de soleil, une pile électrique, qui est d'une positivité incroyable et qui va peu à peu lui redonner confiance en lui, le faire maigrir, mais on se rend compte que c'est vraiment bien plus que ça. La perte de poids dans ce livre est vraiment quelque chose de secondaire, puisqu'on va voir qu'il va largement dépasser ça en ayant tout simplement une meilleure hygiène de vie et en étant heureux tout simplement, en retrouvant le bonheur de vivre. Et peu à peu donc les objectifs d'Henry ne seront plus de retrouver son ex qui finalement se trouve être une vilaine ordure, et d'être de nouveau heureux à l'intérieur de lui-même et ensuite autour de lui. Donc c'est ça qui va vraiment faire la grande transformation en lui.
À côté de ça, j'ai bien aimé justement que la romance soit assez lente. Ça n'a pas été trop rapide et en même temps c'est un livre qui se lit assez vite. Mais j'ai pas eu l'impression vraiment que l'accent était mis sur le rapprochement trop rapide des personnages et éventuellement les scènes un petit peu chaudes. Là, l'accent était vraiment mis sur l'acceptation de soi, les étapes qu'il va franchir et vraiment la confiance mutuelle qu'ils vont s'accorder tous les deux, puisqu'on va voir que Reese n'a pas toujours été celui qu'il est actuellement. Et c'était un plaisir vraiment de voir ces deux personnages presque se guérir mutuellement, c'était génial. Donc je vous le recommande. Après, c'est loin d'être un coup de cœur, j'ai vraiment passé un bon moment avec les personnages, mais l'écriture n'est vraiment pas incroyable, l'histoire non plus, hein. L'histoire, on est dans un schéma assez connu et vu et revu, mais malgré ça, on passe vraiment un bon moment, c'est vraiment plein de bonnes ondes, plein d'affection, et ça fait vraiment du bien dans cette période estivale, donc je vous conseille de le lire pour passer un bon moment avec Henry et Reese. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets les liens des livres en barre d'infos si vous souhaitez vous les procurer. Sur ce, je vous laisse, j'ai encore plein d'updates à filmer parce que j'ai un retard pas possible. Mais on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!